Pour remettre dans le contexte mon propos, je vais rappeler que dans la première moitié du XIXe siècle, Haïti jouissait, depuis qu'elle était devenue indépendante en 1804, d'une réputation sans pareille aux yeux des Noirs des États-Unis, notamment parce que la race, alors dans son acception américaine du mot race, si vous voulez, on peut reprendre ça plus tard, donc la race était inscrite jusque dans sa constitution. Constitution qui interdisait alors aux Blancs, je cite, de mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et offrait la citoyenneté haïtienne à, je cite encore, tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés dans les colonies ou en pays étrangers, qui viendraient résider dans la République. Haïti était et resterait toujours pour la communauté noire américaine la première république noire, le seul endroit du continent américain où la couleur noire était alors synonyme de citoyenneté. Alors des discours, des pamphlets, des ouvrages, et puis à partir des années 1830, des articles de journaux écrits par des Noirs libres furent consacrés à la perle des Caraïbes et à sa révolution. Tous les intellectuels noirs américains, ou presque, en tout cas les plus influents, considéraient la révolution haïtienne comme une preuve de la non-infériorité des Noirs, et si tous n'en approuvaient pas la violence, ils en approuvaient l'esprit, et érigeait Toussaint Louverture, que l'on voit ici, en héros de la race noire. L'historiographie de cette période a retenu le fait que la plupart des Noirs n'envisageaient pas de quitter les États-Unis, mais souhaitaient y rester libres et si possible égaux en droit, rejetant massivement le projet de colonisation des Noirs libres et émancipés en Afrique, projet qui était le fer de lance de l'American Colonization Society, donc la Société américaine de colonisation. Alors, cette société philanthropique avait été fondée en 1816 et était dirigée par des militants anti-esclavagistes et des hommes politiques blancs, convaincus qu'il était parfaitement impossible pour les Noirs et les Blancs de cohabiter au sein de la société américaine, mais ils étaient néanmoins fortement opposés à l'esclavage. Alors ils prônaient par conséquent une séparation des races par le biais de la création de colonies, c'est pour ça qu'on appelle ça colonisation, des colonies donc de Noirs libres et émancipés en Afrique. Et pour ce faire, ils créèrent une colonie, le Libéria. Alors pourtant, je vais m'attacher à démontrer que tout en rejetant ces projets de colonisation forcée de l'Afrique, de nombreux Noirs libres considéraient l'émigration choisie vers certains territoires, et particulièrement Haïti, comme une solution pour échapper à l'oppression dont ils étaient victimes aux États-Unis. En effet, pour ces émigrationnistes noirs qui firent entendre leur voix dans les décennies qui précédèrent la guerre de sécession, c'est-à-dire entre les années 1830 et 1860, Haïti s'avérait être l'endroit idéal où une nationalité noire, entre guillemets, parce que c'est leur terme, devait être établie. Et Haïti était donc une sorte de terre promise, là encore ce sont leurs propres termes, une terre promise donc pour la diaspora noire. Ainsi, les années 1820 à 1865 virent la concrétisation de 3 mouvements principaux d'émigration vers Haïti, dont 2 à l'initiative des Noirs eux-mêmes et du gouvernement haïtien, et puis un 3e mouvement à l'initiative du président américain Abraham Lincoln, qui envisageait alors d'abolir l'esclavage, mais qui souhaitait déporter les Noirs qu'il aurait émancipés, parce qu'il pensait qu'il était impossible pour les Noirs et les Blancs des États-Unis de vivre ensemble en paix. Je vais donc tâcher, dans le temps qui m'est imparti, mais si je dépasse, il faut me couper, de vous donner un bref aperçu de ces 3 mouvements migratoires. Alors en fait, le problème de l'intégration des Noirs libres dans la société américaine, problème qui inquiétait le président Lincoln au début des années 1860, s'était fait jour pendant la Révolution américaine. Alors je vous ai mis quelques dates ici, et simplement pour vous dire que, alors que les États du Nord des États-Unis libéraient leurs esclaves, un par un, l'épineuse question du vivre ensemble surgit. La séparation des races était alors vue comme une solution acceptable, et ainsi les premiers projets de déportation, plus ou moins forcés des Noirs libres, apparurent dès la fin du XVIIIe siècle. Et puis au début du XIXe, la question de déporter les Noirs libres et émancipés surgit après chaque révolte d'esclaves. Haïti apparut en fait assez vite comme un lieu possible de déportation des Noirs américains. Thomas Jefferson lui-même y avait pensé dès 1801, parce que Jefferson écrivait que Haïti avait le double avantage, je le cite, d'abriter des gens de la même couleur, mais aussi de jouir d'un climat similaire à celui du sud des États-Unis, et pensait-il, les Noirs américains ne seraient pas dépaysés. Toutefois, la plupart des sudistes, les planteurs donc américains, étaient tout à fait opposés à une immigration vers Haïti, par peur d'une contagion de la révolution haïtienne. Donc la peur que cette idée de révolte revienne comme un boomerang dans les plantations du Sud. Et bien justement d'ailleurs, après qu'elle déclara son indépendance en 1804, Haïti attira également l'attention des Noirs américains libres. Alors un premier projet d'émigration en Haïti vit le jour en 1818
grâce à Prince Saunders, que vous voyez ici, un noir libre de Nouvelle-Angleterre, qui, avec l'aide de 2 abolitionnistes britanniques, Thomas Clarkson et William Wilberforce, réussit à convaincre Christophe d'accueillir un certain nombre de Noirs américains. Mais ce projet, que Christophe était prêt à financer, s'arrêta subitement avec la mort de Christophe en 1820. Et donc finalement, ce projet de Prince Saunders se concrétisa quelques années plus tard sous la forme d'un plan d'émigration pensé en fait par le président haïtien Jean-Pierre Boyer, que vous voyez ici. Alors après avoir en 1820 rattaché le nord du territoire, puis en 1822 envahi la partie espagnole de l'île, Boyer avait besoin de main-d'œuvre pour exploiter le pays. Afin, disait-il, de dynamiser l'économie agricole, il lança une campagne de recrutement, sans aucun doute inspirée des projets avortés de Christophe et de Saunders. Donc cette campagne de recrutement encourageait les Noirs américains à émigrer vers Haïti. Pour Boyer, ces futurs émigrés offraient une solution à tous ces problèmes. D'une part, la main-d'œuvre non qualifiée pourrait travailler dans les champs, voire même grossir les rangs de son armée, tandis que les artisans et les marchands revitaliseraient l'économie du pays. Et puis, peut-être que puisqu'il débarrasserait ainsi les États-Unis de sa population noire indésirable, les États-Unis pourraient lui accorder la reconnaissance diplomatique dont il avait désespérément besoin. Alors, ayant eu vent du projet de Boyer au début de l'année 1824, un révérend blanc, Loring D. Dewey, un membre de la fameuse Société américaine de colonisation à New York, entama de sa propre initiative une correspondance avec Boyer concernant les conditions d'émigration vers Haïti. Dans ces lettres, Dewey demandait de nombreuses précisions englobant tous les aspects d'une émigration de Noirs américains vers Haïti, depuis le montant des aides que Boyer comptait leur accorder, jusqu'à la façon dont l'île était administrée en termes d'école, de religion, etc. À la suite de cette correspondance, que Dewey publia immédiatement aux États-Unis, la même année, vous le voyez ici, Boyer envoya alors à New York un émissaire, le citoyen haïtien Jonathan Granville, qu'il chargea de négocier avec Dewey. Alors, hop. Au total, Boyer prévoyait de faire venir 6000 personnes. Son offre semblait particulièrement intéressante pour les Noirs américains, car Boyer offrait aux futurs émigrés, s'ils promettaient de se comporter, je cite, en bons citoyens, de devenir propriétaires de leur propre lopin de terre. Il faut savoir que cet accès à la propriété était ce que recherchaient désespérément les Noirs aux États-Unis, qui étaient empêchés de devenir propriétaires par les lois américaines, et sachant que pour l'Américain, la propriété, c'est la citoyenneté. Et donc, ce qu'ils ne pouvaient pas faire aux États-Unis, on leur offrait la possibilité de le faire en Haïti. De plus, pour les Noirs américains les plus démunis, Boyer proposait même d'avancer une partie du coût du transport. Alors ce projet fut à l'époque très vite relayé par les journaux américains, et bientôt les premiers navires transportèrent des immigrés noirs en Haïti. Il semble d'ailleurs qu'environ 6000 Noirs émigrèrent en une seule année entre 1824 et 1825. Cependant, ce mouvement fut de courte durée, car Boyer cessa toute aide en 1825. Alors pourquoi ? Il y a certainement un grand nombre de raisons. D'abord, James Monroe lui refusait toujours de reconnaître Haïti. Et puis, 1825, c'est tout de même l'année de l'ordonnance de Charles X, qui reconnaît Haïti en échange de réparation de 150 millions de francs. Et donc, Boyer, les caisses sont vides, et Boyer ne peut plus aider les Américains à venir en Haïti. Alors, en définitive, le bilan de cette première tentative d'émigration, ce premier mouvement de Noirs américains vers Haïti, est assez mitigé. D'abord, il est difficile d'évaluer précisément le nombre de Noirs qui émigrèrent effectivement en Haïti suite à l'invitation de Boyer. Leslie Maniga, l'historien haïtien, parle de 13 000 Noirs américains, mais on n'est pas en mesure d'estimer combien d'entre eux survécurent ou s'installèrent durablement sur place, ou encore retournèrent aux États-Unis après un bref passage en Haïti, parce qu'il apparaît qu'après une période initiale, disons, de grand enthousiasme, de nombreux émigrés se plaignirent de leur situation. Ils avaient beaucoup de mal à faire face à la barrière de la langue, d'une part, et puis aux différences sociales et religieuses. Et donc, par conséquent, beaucoup des survivants préférèrent retourner aux États-Unis. Alors, la presse blanche américaine se fit l'écho de l'échec de l'émigration en Haïti, prôna à nouveau la déportation en Afrique, sans surprise, tandis que la presse noire américaine, elle, réaffirma son soutien à Haïti dans une sorte d'élan de solidarité raciale. Et d'ailleurs, les Noirs américains n'abandonnèrent jamais vraiment l'idée d'une émigration en Haïti, et un second mouvement se mit en place à la fin des années 1850. Alors voilà, l'un des instigateurs principaux, côté noir américain, de cette seconde vague d'émigration est le révérend que vous voyez ici, James Theodore Holly. Alors Holly était convaincu que la première république noire était l'endroit d'où les Noirs pourraient s'établir durablement et, je cite, s'élever.
En défendant la cause d'Haïti et en contribuant à son progrès, les Noirs américains entendaient prouver que les Noirs de tout pays étaient des êtres humains égaux aux Blancs et non des êtres inférieurs incapables de s'autogérer. Holly et les Noirs qui prônaient l'émigration en Haïti voyaient en elle l'endroit idéal pour établir une nationalité noire, d'où ils pourraient lutter pour la cause des Noirs du monde entier. À cela s'ajoutait chez Holly une volonté d'évangélisation des Haïtiens. Alors Holly se rendit une première fois en Haïti en 1855 pour voir quelles étaient les possibilités d'implantation de son église, qui était donc l'église épiscopale. Hélas, à son retour aux États-Unis, il n'obtint pas d'aide financière ni même un engagement formel de la part de l'église épiscopale. Il lui fallait donc trouver des fonds ailleurs. C'est alors qu'à la fin des années 1850, son propre projet à lui, coïncida avec un autre projet haïtien, à l'initiative cette fois du président haïtien Fabre-Nicolas Geffrard. Voilà. Alors Geffrard lança sa propre campagne de recrutement de Noirs américains dès son accession au pouvoir en janvier 1859. Il pensait avoir trouvé là une solution idéale à la pénurie de main-d'œuvre dont son pays souffrait grandement, et il choisit en 1860 un Américain blanc et fervent abolitionniste qui s'appelle James Redpath pour encourager cette émigration depuis Boston, où s'installe alors le Bureau haïtien de l'immigration. Le président haïtien consentait à favoriser l'émigration de Noirs en payant pour leur transport jusqu'à l'île et en s'engageant à les loger et à les nourrir gratuitement pendant 8 jours, le temps, disait-il, de trouver un logement par leurs propres moyens. D'autre part, les émigrés jouiraient des mêmes protections de l'État que les Haïtiens, des mêmes facilités pour inscrire leurs enfants à l'école ou pour pratiquer leur religion librement, et pourraient devenir citoyens haïtiens à l'issue d'une période d'1 an de résidence sur l'île. Enfin, ils seraient exempts de service militaire. En revanche, contrairement à Boyer, Geffrard ne comptait initialement pas octroyer de lopin de terre gratuit aux émigrés, mais ces conditions initiales furent ensuite modifiées par une loi promulguée en 1860 qui améliora les conditions d'émigration en prévoyant l'attribution gratuite de 5 carreaux de terre à chaque famille, je cite, d'origine africaine ou indienne, à son arrivée en Haïti. Alors, au-delà de son souhait, je le cite, d'améliorer les méthodes de culture et de venir en aide aux Noirs des États-Unis, victimes du préjugé de couleur, et tout comme son prédécesseur 30 ans plus tôt, Geffrard souhaitait surtout encourager l'émigration dans le but d'obtenir la reconnaissance de son pays par le gouvernement américain. Au début des années 1860, ce besoin de reconnaissance était intimement lié à la situation de politique extérieure de la République noire, à savoir les relations très tendues entre Haïti et la République dominicaine. Geffrard souhaitait donc la reconnaissance américaine pour contrer une potentielle invasion espagnole. Alors, depuis son bureau de Boston, Redpath, qui est devenu agent pour le gouvernement haïtien, élabore alors une stratégie propagandiste qui consiste notamment à recruter des Noirs américains connus pour diffuser l'invitation de Geffrard, que vous voyez ici, lors de tournées dans tout le nord du pays, pour également distribuer des tracts, mais surtout distribuer ce que vous voyez à droite, le guide d'Haïti, écrit et publié par Redpath lui-même. Redpath publie même un journal dédié à la cause de l'émigration en Haïti qu'il appelle The Pine and Palm. Enfin, il publie des articles dans des journaux à forte distribution. Alors, aussi bien la presse blanche, le New York Tribune, qui a un tirage à l'époque exceptionnel de 200 000 exemplaires par jour et qui est en fait le journal du Parti républicain. Je rappelle que le Parti républicain, c'est quand même le parti à l'époque qui va abolir l'esclavage, rien à voir avec le Parti républicain actuel. Et puis surtout, il diffuse des articles dans la presse noire, et à l'époque, il n'y a que 2 journaux noirs aux États-Unis. L'un s'appelle le Weekly Anglo-African et l'autre s'appelle Douglas Monthly. Vous en voyez un extrait en bas. C'est ainsi que les 62 premiers émigrants quittèrent New York le 3 janvier 1861, et en l'espace de 12 mois, un peu plus de 1100 émigrants se rendirent en Haïti. Plusieurs centaines d'autres les rejoignirent l'année suivante. Mais comme leurs prédécesseurs dans les années 1820, la plupart de ces Noirs n'étaient manifestement pas préparés à ce déracinement. Encore une fois, il semblerait que la majorité de ceux d'entre eux qui survécurent au transport et aux conditions de vie sur place fit le voyage en sens inverse dans les mois ou années qui suivirent leur arrivée. Certains journaux de la presse noire américaine se firent d'ailleurs l'écho de ces retours vers les États-Unis en publiant des articles peu encourageants concernant la situation des Noirs américains en Haïti. Alors pourquoi ce revirement de situation où tout à coup on voit la presse noire qui finalement se désolidarise un peu de ce mouvement d'émigration? Il faut savoir qu'on est là au tout début de la guerre de sécession, qui fait naître quand même l'espoir de l'égalité et de la citoyenneté aux États-Unis, et donc on pense qu'il ne faut plus partir, qu'il faut rester et se battre sur place. De toute façon, avant même que des émigrés mécontents n'aient fait le voyage en sens inverse,
Plusieurs agents noirs du bureau de l'émigration haïtien avaient déjà tourné le dos à ce projet au début de l'année 1862. Là, je vais me répéter, mais encore une fois, ils étaient influencés par l'espoir que suscitait la guerre de sécession qui venait de commencer. James Redpath lui-même démissionna finalement assez rapidement de son poste. Il abandonna en effet le projet à l'automne 1862 pour devenir correspondant de guerre pour l'Union. James Theodore Hawley, pour sa part, je ne l'ai pas oublié, réussit lui à tirer son épingle du jeu en parvenant à implanter définitivement l'église épiscopale en Haïti au prix de nombreuses années de souffrance. Alors pour la petite histoire, Hawley quitte le Connecticut au printemps 1861, accompagné de 110 émigrés. À leur arrivée, Hawley et les colons noirs américains se voient attribuer des terres agricoles près de Port-au-Prince par le gouvernement haïtien. Mais cette colonie agricole s'avère rapidement un échec. Dans la première année suivant leur installation, à peu près un tiers des émigrés moururent de maladie et de nombreux autres tournèrent aux États-Unis. Au début de l'année 1863, Hawley et les 20 paroissiens restants sur les 110 quittent leur colonie agricole et vont s'installer au cœur de la ville de Port-au-Prince. Et donc en mai 1863, ils construisent et ils installent la première paroisse, cette église que vous voyez à gauche, qui s'appelle Holy Trinity Church, la première église, donc la première paroisse de la dénomination épiscopale en Haïti. Alors bien que Hawley prêchât initialement évidemment auprès des Noirs américains qui avaient émigré avec lui, très rapidement il se consacre uniquement aux Haïtiens. Car son projet d'émigration, je l'avais dit tout à l'heure, faisait en fait partie d'un projet plus large d'évangélisation et sous-entendu d'éducation du peuple haïtien. De fait, les hommes qu'il fit entrer dans les ordres étaient tous haïtiens. Et puis en 1874, parce que sa petite église grossit et parce qu'il commence à créer des missions un petit peu partout en Haïti, la Convention générale de l'Église épiscopale crée une église indépendante, qu'elle nomme Église orthodoxe apostolique haïtienne. Et ils installent alors le révérend Hawley, qui était désormais citoyen haïtien, au poste d'évêque d'Haïti. En tant qu'église indépendante, elle ne percevait qu'une toute petite allocation annuelle qui suffisait à peine à nourrir le clergé. Malgré tout, l'église continua de se développer et Hawley resta sur l'île jusqu'à sa mort en 1911. Donc vous voyez sur la droite l'église avant le séisme. Alors un dernier mouvement d'émigration vers Haïti eut lieu en plein milieu de la guerre de sécession, juste après, disons presque concomitant avec le projet de Geffrard, mais cette fois-ci à l'initiative du gouvernement américain, sous l'impulsion plus précisément du président Abraham Lincoln. Et donc c'est mon troisième mouvement. Alors Lincoln était un colonisationniste. Il était membre de la Société américaine de colonisation, tout en étant un anti-esclavagiste. Lui, il était vraiment opposé à l'esclavage, alors pas pour des raisons philanthropiques ou humanistes, mais simplement parce qu'il considérait que l'esclavage, c'était de la concurrence déloyale pour les travailleurs libres. Alors Lincoln, donc, était favorable à la déportation des Noirs libres. Il était convaincu, je le cite, que grâce à la colonisation, l'esclavage et le problème de race disparaîtraient simultanément. Bien qu'il fût membre, donc je l'ai dit, de la Société de colonisation américaine, il considérait toutefois que l'Afrique était trop lointaine pour espérer y coloniser un nombre important de Noirs, et il était tout à fait conscient que la plupart des Noirs qui désiraient immigrer souhaitaient rester du côté américain de l'Atlantique. Alors évidemment, l'une des options géographiquement plus proches qui s'ouvrirent au président Lincoln dès le début de son mandat fut Haïti. En effet, au moment où Lincoln prit ses fonctions, l'émigration volontaire de Noirs libres vers Haïti, on vient de le dire, elle battait son plein. Haïti était par conséquent une option séduisante, l'endroit idéal vers lequel déporter les Noirs libérés par sa future proclamation d'émancipation. Des Noirs libres s'y rendaient déjà d'eux-mêmes depuis plusieurs années, sans que le gouvernement américain n'ait besoin de participer au financement de ce mouvement. Le gouvernement haïtien semblait avoir désespérément besoin de cette main-d'œuvre, et géographiquement parlant, on ne pouvait pas être plus proche. Ainsi, au-delà de raisons purement commerciales ou diplomatiques, c'est aussi cette perspective de coloniser des Noirs en Haïti qui poussa ardemment Lincoln à demander au Congrès et à obtenir la reconnaissance d'Haïti en 1862. Donc pour lui, il fallait d'abord reconnaître Haïti pour pouvoir y envoyer les Noirs. Et d'ailleurs, le même jour, le Congrès va reconnaître Haïti et le Libéria. Et ça, c'est pas sans raison. De fait, le projet haïtien d'Abraham Lincoln voit le jour à l'automne 1862 grâce à un certain Bernard Koch, un entrepreneur américain avec lequel Haïti avait passé un contrat lui donnant la jouissance de l'exploitation de l'île à vaches que vous voyez ici pour une période de 10 ans. Koch s'engageait à fournir tous les équipements et services nécessaires au bien-être des Noirs sur l'île, y compris les médecins, les églises, les écoles,
Et il demandait seulement à ce que le gouvernement américain prenne en charge les frais de transport des colons et verse une avance pour acheter des provisions et du matériel nécessaire au bon fonctionnement initial de la colonie. Koch réclamait 50 $ par immigré. C'était quand même une somme à l'époque. Et Koch souhaitait embaucher immédiatement, disait-il, 5000 Noirs. Alors Abraham Lincoln décida de signer un contrat avec Koch le 31 décembre 1862. Cette date, c'est pas n'importe quelle date, c'est la veille, c'est quelques heures avant la publication de la proclamation finale d'émancipation. Chose que l'on sait assez peu. Mais peu de temps après la signature du contrat, des informations discréditant Koch parvinrent à Abraham Lincoln, ce qui le poussa à suspendre le contrat, c'est-à-dire qu'il le signe, mais il n'appose pas le sceau du gouvernement. Mais Koch n'était pas le seul à être impliqué dans cette affaire. Il était associé à 2 hommes d'affaires new-yorkais qui avaient déjà investi la somme de 70 000 $ début 1863 et donc ne voulaient pas renoncer à leur projet. Alors après avoir appris que le contrat qui liait Koch et le gouvernement américain avait été suspendu, ils se rendirent à Washington pour négocier directement avec le gouvernement. Ils mentent à Lincoln, ils affirment que Koch leur a cédé les droits d'exploitation d'Île à Vache et ils proposent de coloniser dans un premier temps 500 Noirs. Ainsi, fin avril 1863, un premier navire quitte les États-Unis pour Haïti avec 500 passagers à son bord, vraisemblablement des esclaves fugitifs qui avaient profité de la guerre de sécession pour fuir les plantations du Sud et se réfugier dans les camps militaires de l'armée de l'Union. Ces fugitifs coûtaient cher au gouvernement américain, qui voyait là une bonne occasion de sauter un poids financier. Mais rapidement, l'opération vira au cauchemar, parce que dans ce bateau, il y avait 500 Noirs, mais il y avait aussi le fameux Bernard Koch. Et Koch, qui donc avait été discrètement nommé gouverneur de l'île par les 2 entrepreneurs new-yorkais, dépouilla en effet tous les Noirs de leurs biens, échangeant notamment leurs dollars américains contre ces billets que vous voyez ici de sa propre fabrication, le dollar Koch. Au-delà de ça, il les maltraita et il les poussa à la révolte. Fin 1863, devant les nombreux rapports consternants qui lui parvenaient à propos de la colonie, le gouvernement américain décida de dépêcher sur l'île un envoyé spécial, qui ne put constater que les Noirs qu'il trouvait là vivaient dans des conditions inhumaines, je le cite, pire que l'esclavage. Beaucoup étaient morts de maladie. Il dénombra 292 survivants sur l'île, auxquels il fallait ajouter 73 autres Noirs qui avaient fui sur l'île voisine pour échapper à Koch. Les survivants souffraient de malnutrition, vivaient dans des logements insalubres, portaient les mêmes vêtements que le jour de leur départ des États-Unis 8 mois plus tôt. Sans parler du fait que le sol de l'île à Vache, n'était en fait pas fertile et que tous leurs efforts pour le cultiver étaient restés vains. Manifestement, l'expérience était un fiasco total et les colons noirs souhaitaient retourner aux États-Unis. En février 1864, Washington décida donc de rapatrier les colons de l'île à Vache sur le sol américain. Fin mars 1864, les survivants étaient de retour à Alexandria, en Virginie. Ainsi s'achevait le rêve haïtien d'Abraham Lincoln. Pour Holly, comme pour les milliers de Noirs qui émigrèrent en Haïti dans les années 1820, puis au début des années 1860, la République noire incarnait le lieu idéal et idéalisé, presque imaginaire, vers lequel convergeaient leurs idéaux diasporiques, séparatistes et nationalistes. Dans cette première partie du XIXe siècle, Haïti fut concrètement utilisé comme un refuge au moment où les Africains américains désespéraient d'obtenir des droits sur le territoire américain. L'émigration choisie en Haïti offrait une alternative acceptable permettant aux Noirs de jouir des droits qui leur étaient refusés aux États-Unis, droits qu'ils ne voulaient pas acquérir si cela signifiait émigrer en Afrique, un continent qu'ils considéraient, à l'instar de Holly, comme, je le cite, barbare. Haïti était alors une irrésistible terre d'attraction et d'inspiration pour ces Africains américains qui, en émigrant en Haïti, firent l'expérience d'une certaine transformation identitaire en se rassemblant autour d'un projet jamais abouti d'établissement d'une nationalité noire. Et je vous remercie. La dernière image, en fait, c'est un peu d'auto-promo. Donc, c'est parce qu'en fait, cette histoire, c'est une toute petite partie de mon livre, en fait, dans lequel j'analyse les rapports, les relations entre les Noirs américains et Haïti sur toute la durée, en fait, du 19e siècle. Donc, si vous voulez, je vous le fais passer. Et puis, donc, je m'arrête là.